M'pliquiez trop. Que nous sommes ici, il s'en prendra à vous aussi. Victor posa une main rassurante sur son épaule. Marie-Jane, je suis déjà impliqué, et je ne le laisserai pas vous faire du mal, à vous ou au garçon. Marie-Jane baissa les yeux, assimilant ces paroles. Le ton calme et ferme de Victor lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Bien que sa peur de Damien persistât, une étincelle d'espoir commença à grandir. Peut-être, juste peut-être, avait-il une chance d'échapper à son ombre. Au fil des jours, la vie dans la maison de Victor trouva un rythme confortable. Marie-Jane et les garçons s'adaptaient, et le sentiment de sécurité se renforçait chaque jour. Pourtant, la menace de Damien ne quittait jamais vraiment l'esprit de Marie-Jane, une inquiétude constante qui lui rongeait le cœur. Victor, de son côté, était résolu, déterminé à les protéger à tout prix. Mais il savait que les choses étaient loin d'être terminées. Un soir, après que les garçons se soient couchés, Victor était dans la cuisine, préparant du thé, quand il entendit un faible coup à la porte. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à l'horloge. Qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure? Il s'approcha tranquillement de la porte, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Il ne vit rien, mais le coup revint, plus fort et plus insistant. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait lentement la porte. Debout devant lui se trouvait la dernière personne qu'il s'attendait à voir. Damien. L'homme était grand, avec un regard perçant et intimidant et un sourire narquois qui fit frissonner Victor. « Puis-je vous aider » demanda Victor, essayant de garder sa voix stable, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Je crois que vous le pouvez » répondit Damien. Un sourire cynique sur le visage. « Je cherche ma femme, Marie-Jane, et mes enfants. Je sais qu'ils sont ici. » Victor sentit le poids de ces mots. Son cœur se serra. Marie-Jane avait eu raison. Damien les avait trouvés. « Je pense que vous vous trompez » répondit Victor, soutenant fermement le regard de Damien. « Il n'y a personne ici qui fuit qui que ce soit. » Damien s'approcha, ses yeux se plissant. « Ne jouons pas à des jeux, vieil homme. Je sais qu'elle est ici. Et si vous pensez pouvoir m'empêcher de reprendre ce qui m'appartient, vous vous trompez lourdement. » Sa voix était froide, chaque mot comme une menace. Victor prit une profonde inspiration, refusant de se laisser intimider. « Marie-Jane ne va nulle part avec vous, Damien. Vous lui avez fait assez de mal. Elle et les garçons sont en sécurité ici. Et je ne vous permettrai pas de gâcher ça. » Le sourire de Damien se tordit en une grimace. « Je pensais que vous diriez ça. » Marmonna-t-il, sortant une enveloppe de sa veste et la tendant à Victor. « Considérez ceci comme votre avis officiel. J'ai plus de ressources que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ça ne va pas bien se terminer pour vous. » Victor ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, révélant une assignation à comparaître. Damien essayait d'obtenir la garde exclusive des enfants, affirmant que Marie-Jane était inapte à s'en occuper. « Je réglerai ça au tribunal. » Répondit Victor, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était. « Marie-Jane a des droits, et je suis sûr qu'un juge verra clair dans votre jeu. » Damien eut un rire sec. « Vous êtes courageux, je vous l'accorde. Mais vous apprendrez à la dure que les gens comme moi obtiennent toujours ce qu'ils veulent. » Il se tourna pour partir, lançant une dernière pique par-dessus son épaule. « Transmettez mes salutations à Marie-Jane. Elle sait qu'elle ne peut pas se cacher de moi. » Alors que Damien disparaissait dans la nuit, Victor resta à la porte, ressentant un profond sentiment d'effroi. Il savait qu'il devait agir vite. Marie-Jane était en réel danger, et la menace de Damien était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait prévu. Victor passa le reste de la nuit éveillé, réfléchissant à son prochain mouvement. Tôt le lendemain matin, avant que Marie-Jane ne se réveille, il se rendit en ville pour rencontrer à nouveau un avocat. L'avocat fut honnête avec lui. Damien avait des ressources considérables et pourrait obtenir une décision favorable au tribunal, surtout s'il prétendait que Marie-Jane fuyait sans raison. « Mais que pouvons-nous faire » demanda Victor, la frustration évidente dans son ton. « Marie-Jane a fui parce qu'il était violent. Est-ce que ça ne compte pour rien ?» L'avocat soupira, secouant la tête. « Nous aurions besoin de preuves concrètes, Victor. Son témoignage pourrait ne pas suffire sans preuve. Si Damien a de bons avocats, et il semble que ce soit le cas, il pourrait facilement utiliser la loi contre elle. » Victor rentra chez lui, découragé mais résolu.
Il protégerait Mary-Jane et les enfants, même s'il ne savait pas encore comment. Quand il entra dans la cuisine, il trouva Mary-Jane en train de préparer le petit déjeuner. Elle sourit en le voyant, mais le visage de Victor devint sérieux, sachant qu'il ne pouvait pas garder la visite de Damien secrète. « Mary-Jane » commença-t-il en s'asseyant à table. « Damien était ici hier soir. » Son sourire s'effaça instantanément, son visage pâlissant alors qu'elle s'agrippait au comptoir. « Il nous a trouvés » murmura-t-elle, la voix tremblante. Victor hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. « Il sait où vous êtes, Mary-Jane. Et il a apporté une assignation à comparaître. Il essaie de reprendre les enfants. » Mary-Jane se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblant alors qu'elle retenait ses larmes. « Je savais qu'il n'abandonnerait pas. Il obtient toujours ce qu'il veut, Victor. Je ne peux pas le combattre. Je n'ai pas d'argent, ni d'influence. » Sa voix était pleine de désespoir. Victor posa une main réconfortante sur son épaule. « Et, regarde-moi. Nous n'allons pas laisser ça arriver, d'accord? Nous allons nous battre. L'avocat a dit que nous avions besoin de preuves, quelque chose qui montre au tribunal qui il est vraiment. Je sais que ça semble impossible, mais tu n'es pas seul dans cette épreuve. » Mary-Jane leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. « Je veux juste que mes enfants soient en sécurité, Victor. Ils sont tout ce que j'ai. Et vous n'allez pas les perdre, répondit-il fermement. Pas tant que je suis là. » Mary-Jane hocha la tête, essayant de se ressaisir. Mais même si Victor la rassurait, il savait que le temps pressait. Damien était un homme implacable qui n'abandonnerait pas facilement. Victor comprit que ce serait le plus grand défi qu'il ait jamais affronté. Victor passa le reste de la journée à réfléchir à leurs prochaines étapes. Il savait que la bataille avec Damien serait plus qu'un simple combat juridique. Damien était manipulateur, puissant et prêt à utiliser toutes ses ressources pour reprendre le contrôle de Mary-Jane et des enfants. Victor savait qu'il devait trouver un plan pour les protéger et exposer le vrai caractère de Damien. Cette nuit-là, après que les garçons se soient couchés, Victor et Mary-Jane s'assirent ensemble dans le salon. Un lourd silence planait entre eux alors qu'ils réalisaient tous les deux que tout était sur le point de changer. « Nous devons faire quelque chose rapidement » commença Mary-Jane, les yeux fixés sur le sol. « Damien n'attendra pas. Il rendra la vie insupportable jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. »« Je sais » répondit Victor pensivement. « L'avocat a dit que nous avions besoin de preuves, quelque chose pour montrer qu'il est inapte à s'occuper des garçons. Mais c'est difficile sans témoins ni documents. » Mary-Jane se mordit la lèvre, visiblement plongée dans ses pensées. Elle hésita avant de parler, sa voix presque un murmure. « Victor, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, » commença-t-elle, ses mots lourds de malaise. « Quand j'étais avec Damien, il ne se contentait pas de me menacer. Il utilisait des enregistrements, des vidéos, des choses qu'il m'a forcé à faire. Il les garde comme un moyen de me contrôler. » Le front de Victor se plissa, sentant la gravité de ces mots. Il regarda Mary-Jane, qui était visiblement perturbée. Mais il remarqua aussi quelque chose de nouveau dans son expression, une étincelle de détermination. « Si nous pouvions obtenir ces enregistrements, nous pourrions prouver ce qu'il a fait, » suggéra-t-elle, sa voix ferme mais basse. « Damien ne voudrait jamais que cela soit révélé. Cela ruinerait sa réputation. Mais si nous avions ces dossiers, nous pourrions enfin renverser la situation. » Victor resta silencieux un moment, absorbant les implications. Pénétrer dans l'espace privé de Damien ou accéder à ses fichiers serait risqué. Mais il savait que sans des preuves comme celle-ci, il n'aurait peut-être aucune chance au tribunal. « Comment pouvons-nous faire cela » demanda finalement Victor, sa voix calme et résolue. Mary-Jane prit une profonde inspiration. « Je sais où il garde ces choses. Quand nous étions encore ensemble, il avait un bureau secret dans la maison. C'est là qu'il stockait tout ce qu'il voulait garder privé. » Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. « Je n'ai pas de clé, mais son assistant, Calu, pourrait en avoir une. Damien lui faisait confiance pour tout. Si nous pouvons convaincre Calu de nous aider, nous pourrions obtenir ce dont nous avons besoin. » Victor hocha la tête, réalisant les enjeux. Calu risquerait son emploi, peut-être même sa sécurité, en les aidant. Mais Victor vit le désespoir dans les yeux de Mary-Jane et sut qu'il devait essayer. C'était maintenant ou jamais.
Allons-y, dit fermement Victor. Je trouverai un moyen de parler à ce Calu. Nous avons besoin de ces preuves, et nous en avons besoin rapidement. Mary-Jane le regarda, surprise par sa détermination. Bien que Victor soit plus âgé, son courage et sa résolution étaient inébranlables. Elle sourit, un petit sourire plein d'espoir. Merci, Victor. Je ne sais pas comment j'aurais géré ça sans vous. Dit-elle, la voix pleine d'émotion, en lui serrant la main pour le soutenir. Ne vous inquiétez pas, répondit-il en lui serrant la main en retour. Nous allons nous en sortir ensemble. Dans les jours qui suivirent, Victor commença à élaborer un plan pour approcher Calu. Grâce à quelques recherches, il apprit que Calu fréquentait souvent un café en ville, et Victor décida que ce serait sa chance. Avec les conseils de l'avocat, il prépara une stratégie pour faire appel à Calu, espérant lui montrer qu'en les aidant, il pourrait en fait trouver un moyen d'échapper à l'emprise de Damien. L'après-midi suivant, Victor entra dans le café, ressentant un mélange de tension et de détermination. Il repéra Calu à une table d'angle, faisant défiler son téléphone. Prenant une profonde inspiration, Victor s'approcha de lui. « Excusez-moi, vous êtes bien Calu ?» demanda Victor, se tenant devant lui. Calu leva les yeux, surpris par l'interruption. « Qui demande ?» répondit-il d'un ton méfiant. « Je m'appelle Victor. Je suis un ami de Mary-Jane. Nous devons parler, dit-il en baissant la voix. À la mention de Mary-Jane, les yeux de Calu s'écarquillèrent et il regarda nerveusement autour de lui, clairement inquiet que quelqu'un puisse le voir parler à Victor. Après une pause, il baissa la voix, se penchant. « Que voulez-vous » Victor s'assit en face de lui, se penchant légèrement en avant. « Nous savons que Damien a gardé des preuves des menaces qu'il a proférées contre Mary-Jane, des enregistrements, des vidéos, des documents. Nous avons besoin de ces preuves pour la protéger, elle et ses enfants, dit-il prudemment, étudiant la réaction de Calu. Nous savons que vous avez accès à ce matériel. » Le visage de Calu devint pâle, et il bougea mal à l'aise. Il était clair qu'il savait exactement de quoi Victor parlait, mais il comprenait aussi à quel point cela pouvait être dangereux. Il était piégé par sa loyauté envers Damien, mais la peur vacillait dans ses yeux. « Je ne peux pas faire ça, » murmura Calu, évitant le regard de Victor. « Si Damien le découvre, je suis fini. »« Calu, écoutez, » dit Victor, sa voix ferme mais persuasive. « Si vous continuez à aider Damien, vous ne faites que l'aider à continuer ses abus. » Mary-Jane fuit pour sa vie et la sécurité de ses enfants. C'est votre chance de faire ce qui est juste. Et laissez-moi vous dire ceci. Damien n'aura aucun problème à se retourner contre vous quand cela lui conviendra. Calu baissa les yeux, se mordant la lèvre, visiblement tiraillé. Victor pouvait voir la lutte interne sur son visage. J'y réfléchirai, dit finalement Calu, sa voix à peine audible. Mais je ne peux rien promettre. Victor hocha la tête, sachant que c'était le mieux qu'il pouvait espérer pour le moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Calu. Réfléchissez vite. Il l'exhorta avant de se lever et de laisser Calu se débattre avec ses pensées. Les jours suivants furent remplis d'anxiété alors que Victor attendait un appel qui n'arrivait jamais. Chaque matin, il ressentait un sentiment d'effroi croissant, sachant que le temps pressait et que Damien n'abandonnerait pas facilement. Mary-Jane ressentait également la tension, bien qu'elle essayât de garder un visage courageux, se concentrant sur le temps passé avec ses garçons et essayant de créer un sentiment de normalité. Mais Victor pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Un soir, après que les garçons se soient couchés, Victor était assis dans le salon, lisant, quand le téléphone sonna. Il sursauta, le cœur battant à tout rompre. Il était tard, et peu de gens appelleraient à cette heure. Avec un pressentiment, il décrocha le combiné. Victor à l'appareil. C'est Calu, vint un murmure à l'autre bout du fil. Nous devons nous rencontrer. Victor sentit une vague de soulagement, mais nota rapidement l'urgence dans le ton de Calu. Où et quand? Demain, même café qu'avant. Venez seul s'il vous plaît, je ne veux pas que quelqu'un remarque, répondit rapidement Calu avant de raccrocher. Victor tint le téléphone un moment, ressentant une vague d'anxiété et d'espoir. Cette réunion serait cruciale. Si Calu décidait de les aider, cela pourrait être la percée dont ils avaient besoin pour protéger Mary-Jane et les garçons. Mais il savait aussi que le risque serait encore plus élevé. Le lendemain matin, Victor se dirigea vers le café,
l'esprit en ébullition avec des pensées sur ce qui pourrait se passer. En entrant, il repéra Calu dans le même coin qu'avant, assis la tête baissée. Victor s'approcha tranquillement, sentant le poids du moment. « Calu » dit-il en s'asseyant en face de lui. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Calu leva les yeux, visiblement nerveux, mais il y avait une détermination dans ses yeux que Victor n'avait pas vue auparavant. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Oui. J'ai réussi à entrer dans le bureau de Damien. Ce n'était pas facile, mais j'ai pu rassembler certains des enregistrements et des documents qu'il utilisait pour faire chanter Mary-Jane. » Il fit glisser un petit dossier sur la table vers Victor. Victor prit le dossier de Calu, en sentant le poids physique et émotionnel. « Ces enregistrements sont-ils suffisants pour l'incriminer » demanda-t-il, la voix empreinte d'urgence. Calu hocha la tête, gardant sa voix basse. « Oui, Damien a tout enregistré pour garder le contrôle sur Mary-Jane. Il y a des menaces directes, des insultes, même des confessions sur la façon dont il a ruiné sa vie. Cela devrait suffire à montrer quel genre d'homme il est. » Victor vit la peur dans les yeux de Calu et tendit la main pour le rassurer. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Calu. Grâce à vous, Mary-Jane et les enfants ont enfin une chance. Nous utiliserons ces preuves avec précaution. » Calu fit un léger signe de tête, son visage visiblement secoué. « Gardez simplement mon nom hors de ça. Damien peut être implacable. » Victor hocha la tête, comprenant la peur de Calu. Il savait qu'une fois que Damien découvrirait qu'il avait perdu le contrôle sur Mary-Jane, il ne le prendrait pas à la légère. Mais à ce moment-là, Victor ressentit un regain d'espoir. Il avait la clé pour faire tomber Damien, et il savait qu'il devait agir vite. « Je vais immédiatement donner ça à l'avocat, » dit Victor en se levant de table. « Et nous ferons tout notre possible pour vous protéger. » « Merci, Calu. » Calu hocha de nouveau la tête, regardant silencieusement Victor quitter le café. Serrant fermement le dossier, Victor sentit que le vent tournait enfin pour Mary-Jane et ses enfants. Mais il savait aussi que Damien n'accepterait pas facilement la défaite. Une confrontation finale semblait inévitable. De retour à la maison, Victor expliqua tout à Mary-Jane, lui montrant le dossier de preuves. Alors qu'elle le tenait dans ses mains, ses yeux se remplirent d'un mélange de soulagement et de peur. « Je ne sais même pas quoi dire » murmura-t-elle, ses mains tremblantes. « Est-ce que cela peut vraiment nous sauver ?» Victor hocha la tête avec confiance. Ces enregistrements montrent la vraie nature de Damien. Nous les apporterons à l'avocat, et il pourra les utiliser au tribunal pour s'assurer que Damien perd tout pouvoir sur vous et les enfants. Mary-Jane prit une profonde inspiration, serrant le dossier contre sa poitrine. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi, Victor. Pour la première fois, j'ai l'impression que je pourrais vraiment lui échapper. Victor posa une main réconfortante sur son épaule. Ce n'est pas encore fini. Damien essaiera toujours de se battre, mais maintenant nous sommes plus forts. Nous allons continuer à avancer, et il ne pourra plus vous contrôler. Mary-Jane hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. La route à parcourir était encore incertaine, mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur d'espoir. Le lendemain, Victor et Mary-Jane se rendirent au bureau de l'avocat avec les preuves. L'avocat, surpris par la quantité de matériel, commença immédiatement à élaborer une stratégie pour la bataille judiciaire à venir. Avec les enregistrements et les documents en main, Mary-Jane avait enfin une chance de se battre. Mais Damien était un adversaire redoutable, et Victor savait qu'il ne se laisserait pas faire sans se battre. La vie à la maison de Victor devint tendue à l'approche de l'audience. Mary-Jane faisait de son mieux pour rester calme pour les garçons, mais Victor pouvait voir la peur constante dans ses yeux. Pendant ce temps, l'avocat travaillait sans relâche, mais le temps semblait être un ennemi. Puis, tout a basculé. Un matin, alors que Mary-Jane préparait le petit déjeuner, le téléphone a sonné. Victor, assis à table, sentit son estomac se nouer au son. Il avait le pressentiment que l'appel apporterait des nouvelles troublantes. Il décrocha le téléphone en se préparant. Victor à l'appareil. « Victor, c'est l'avocat » dit la voix à l'autre bout du fil. Damien a déposé une demande de garde d'urgence. Il prétend que Mary-Jane est mentalement instable et met les enfants en danger. Le tribunal a fixé une audience pour la semaine prochaine. Victor prit une profonde inspiration, luttant pour contenir sa colère. Damien avait fait son mouvement,
déplaçant la bataille sur le terrain juridique où son influence et son argent pouvaient faire toute la différence. « Sommes-nous prêts ?» demanda Victor, serrant fermement le téléphone. Chaque année, pendant un voyage d'affaires, il était en fête avec une autre femme et un enfant. Ce qui est encore plus douloureux, c'est que pendant ces faux voyages d'affaires, ses parents, ses amis et ses collègues l'aidaient tous à couvrir ses mensonges. Pendant 5 longues années, Bella avait attendu avec impatience d'avoir leur enfant. Elle avait mis tout son cœur à construire leur foyer. Et pourquoi? En attendant Jerry à l'aéroport, Bella remarqua une mère et son fils non loin. La mère avait un air doux et délicat, son visage rayonnant de chaleur, tandis que le petit garçon, le regard timide, s'agrippait à ses vêtements et fixait intensément le porte-clés en forme de singe sur le sac de Bella. C'était un petit singe en tissu, un cadeau de Jerry pendant leur lune de miel. Bien qu'un peu usé, elle le portait partout. Le petit garçon tendit timidement la main et le tira, faisant vibrer le singe en tissu. La mère lança un regard d'excuse à Bella et le serra doucement contre elle en lui murmurant « C'est à la dame. Attends que papa arrive et il t'en achètera un. » Le petit garçon foudroya Bella du regard, toujours fixé sur le singe en tissu. La mère n'eut d'autre choix que de lui tapoter la tête et de se déplacer de l'autre côté. Une douleur amère serra le cœur de Bella alors qu'elle se frottait inconsciemment le ventre. Elle avait failli devenir mère il y a un demi-mois, mais une chute accidentelle avait provoqué sa fausse couche. Bella et Jerry étaient mariés depuis 5 ans et attendaient avec impatience un bébé. Chaque été, ils partaient pour un voyage d'affaires d'1 mois, mais cette fois, elle pensait que ce serait différent. Elle aspirait à ce qu'il reste à ses côtés, mais il la regarda simplement avec regret. « Bella, le billet a été réservé il y a 1 mois, avait-il dit. Quelqu'un d'autre ne peut-il pas y aller à ta place? Je suis dans cet état. » Il hésita longuement, puis secoua doucement la tête. Dire qu'elle n'était pas en colère serait un mensonge. Elle ne pouvait tout simplement pas comprendre quel travail pouvait le faire quitter sa femme, qui venait de faire une fausse couche. Elle trouva un moyen de réserver un vol plus tôt, anxieuse et craignant qu'il ne soit choqué et en colère de la voir plus tard. Mais elle voulait juste être près de lui dans son moment de plus grande faiblesse. Lorsque le vol arriva, la foule venue chercher les passagers s'agrandit, et Bella fut poussée sur le côté, essayant de protéger son ventre encore endolori. Jerry était grand et il se démarqua immédiatement. Elle était sur le point de lui faire signe, mais une voix d'enfant perçante déchira l'air. « Papa !» Le petit garçon fila comme une flèche dans les bras de Jerry. Le visage de Jerry s'illumina d'un sourire alors qu'il soulevait le garçon haut dans les airs, puis tenait naturellement la main de la femme avec sa main libre. Le cœur de Bella battait à tout rompre, et la douleur dans son ventre se propagea dans tout son corps. Le garçon serra le cou de Jerry en disant d'une voix enfantine. « Papa, tu n'as pas encore embrassé maman. » Quand Jerry se pencha vers la femme, ses yeux croisèrent ceux de Bella. Il s'arrêta légèrement, mais la femme l'embrassa déjà sur les lèvres avec un sourire. Bella le regarda fixement, son esprit résonnant d'une pensée assourdissante, elle est bien plus expérimentée que moi. Quelques minutes plus tard, Jerry et Bella se retrouvèrent face à face à l'extérieur de l'aéroport. Non loin de là, la mère et le fils les observaient. Son poignet lui faisait mal là où il l'avait saisi, et elle réussit finalement à se défaire de son emprise. Son visage changea légèrement. « Pourquoi es-tu venu ici ?» Bella ne put s'empêcher de rire. Les gens rient quand ils sont furieux. En voyage d'affaires, Jerry? Ne devrais-tu pas t'expliquer d'abord? Il hésita, jetant un coup d'œil aux 2 personnes au loin, des perles de sueur se formant sur son front. Bella, commença-t-il. La femme s'appelle Martha. Elle possède un magasin de fleurs, et le petit garçon, qui te regarde fixement dans ses bras, s'appelle Alex. Entendre ce nom fit geler tout le sang de Bella. Jerry, comment oses-tu? Quand ils étaient jeunes mariés, ils avaient écrit de nombreux noms sur un papier. Jerry avait joyeusement pointé 2 noms qu'elle avait écrits en disant « Notre garçon s'appellera Alex, et si c'est une fille, elle s'appellera Lily. » Il s'en était souvenu de 2. Son visage pâlit alors qu'il évitait son regard. Bella, je n'y ai pas trop pensé, dit-il doucement. Il expliqua que Martha l'avait contacté après avoir eu le bébé. L'enfant était petit et souvent à l'hôpital. Martha l'avait contacté juste pour l'informer de l'état du garçon, craignant qu'il ne s'en sorte pas. Plus tard, lorsque l'enfant survécut contre toute attente, Martha demanda à Jerry de passer du temps avec lui chaque fois que possible,
afin que le garçon ne grandisse pas en pensant qu'il n'avait pas de père. Une sensation de froid envahit Bella. En y repensant, elle réalisa que tout lui avait été caché depuis qu'elle et Jerry s'étaient mariés. Pas étonnant qu'ils partent en voyage d'affaires chaque été. Il soupira, l'air mal à l'aise. Je n'ai passé qu'un mois avec lui. Nous ne nous contactons pas autrement, dit-il. Bella tendit la main vers son téléphone, mais il le retira avec un air surpris. Normalement, il laissait son téléphone traîner, où elle pouvait le déverrouiller et le vérifier à tout moment. Mais maintenant, elle remarqua que celui-ci était différent. Bien que du même modèle, il était d'une couleur différente et avait une photo de famille à l'arrière. La rage la traversa, et sans réfléchir, elle le gifla violemment. « Papa !» cria Alex, s'arrachant des bras de sa mère et chargeant Bella. Sa petite tête heurta son ventre, provoquant une douleur aiguë qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Elle fut transportée d'urgence à l'hôpital le plus proche. Pendant l'examen, le front et le dos de Bella étaient trempés de sueur. Serrant son ventre de douleur, elle vit Jerry tenant un Alex affligé, qui n'arrêtait pas de donner des coups de pied dans sa direction. « Ne frappe pas mon papa, méchante femme !» cria-t-il tout le long du chemin, attirant les regards étranges des gens autour. Mais Jerry ne dit pas un mot pour la défendre. Martha, clairement anxieuse, emmena Alex dehors. Elle revint seule, lançant à Bella un regard d'excuse comme si elle comprenait tout. Pourtant, comme s'ils avaient un accord tacite, ils ne dirent rien devant les autres. Le médecin conseilla le repos au lit et quitta la pièce. Jerry essaya d'aider Bella à se relever, mais elle repoussa froidement sa main, faisant s'assombrir son visage. Il se tourna vers Martha. « Ramène Alex à la maison d'abord. »« J'ai besoin de lui parler, » dit-il. Cette simple phrase brisa le dernier espoir que Bella avait pour lui. Martha, la regardant d'un air pitoyable, ne voulait pas partir. « Je comprends que tu ne puisses pas accepter ça, mais je veux juste qu'Alex ait une enfance complète, » dit Martha, la voix tremblante. Nous avons toujours convenu de lui dire que papa travaillait juste à l'extérieur de la ville et ne pouvait être avec lui que pendant les vacances d'été chaque année. Elle commença à s'agenouiller en parlant. « S'il te plaît, je t'en supplie, ne dis rien à l'enfant. » Il y avait d'autres patients et leurs familles dans la pièce, et des yeux curieux se déplaçaient entre eux. Quelqu'un murmura, « C'est la maîtresse sur le lit ?» C'est trop effronté. Jerry l'entendit, mais se contenta de froncer les sourcils sans dire un mot. En regardant l'apparence pitoyable de Martha, les gens dans la pièce commencèrent à prendre son parti. Bella réalisa que, dans des moments comme celui-ci, elle ne pouvait compter que sur elle-même. Elle se redressa et retira les doigts de Martha du drap, un par un. « Nous sommes mariés depuis 5 ans. »« Quel âge a ton fils cette année ?» demanda froidement Bella. La pièce se remplit soudain de regards perçants et indiscrets, tous concentrés sur Jerry. Martha avait déjà glissé à genoux, tremblante et trop effrayée pour lever la tête. Bella retira l'aiguille à 4 perfusions de sa main et se sentit un peu étourdie en sortant du lit. Il semblait que les gens ne grandissaient vraiment qu'après avoir connu un désespoir total. Elle n'aurait jamais pensé pouvoir être aussi agressive. « Nous sommes mariés depuis 5 ans, et tu pars en voyage d'affaires chaque été. Même cette fois, alors que je viens de faire une fausse couche, tu devais quand même y aller. Tu m'as donc caché un fils depuis le début, » dit Bella, la voix tremblante de colère. « Jerry, devrais-je dire que tu es un maître de la gestion du temps ?» Puis elle tourna son regard glacial vers Martha. « Et toi, » continua-t-elle. « Tu en as choisi un dans une banque de sperme et tu es tombée enceinte ? Alors pourquoi es-tu ici maintenant ? Tu n'as rien planifié, n'est-ce pas ? Et qu'en est-il d'embrasser publiquement un homme marié ?» Sa voix devint de plus en plus forte, attirant l'attention de tout le monde dans la pièce. « Qui sait quelle sale combine vous avez faite quand je n'étais pas là ? Bella, toi. » Jerry, qui était resté silencieux, s'interposa soudain devant Martha pour la protéger du regard de Bella. L'homme qui était sorti avec Bella pendant 3 ans et marié avec elle pendant 5 protégeait maintenant une autre femme juste devant elle. Martha ne voulait pas rivaliser avec toi. Nous ne faisons ça que pour l'enfant, dit-il, comme s'il essayait de parler avec une profonde émotion. Bella n'en croyait pas ses oreilles. Comment pouvait-il dire quelque chose d'aussi éhonté ? D'une main protégeant Martha, il regarda Bella. Ce n'est qu'1 mois par an. Le reste de ma vie est à toi. Quand Alex aura 18 ans, nous lui expliquerons tout. Derrière lui,
Martha parla timidement, ce n'est qu'un mois. L'enfant ne vous dérangera plus une fois qu'il sera grand. C'est, vous, pas, toi aussi. Bella entendit clairement l'intention cachée dans ses paroles. Juste à ce moment-là, Alex poussa la porte et entra en courant, plongeant dans les bras de Martha. Il tenait le singe en tissu de Bella, l'agitant de manière provocante vers elle. Jerry le reconnut et fronça les sourcils, tendant la main pour le saisir. C'est à la dame. Rends-le lui, Alex. Mais Bella s'était déjà levée, regardant froidement le garçon se tortiller dans les bras de Martha. Ne t'embête pas. Garde-le, dit-elle, la voix glaciale. Être si jeune et avoir déjà les doigts longs. Un seul parent, ce n'est clairement pas assez. Jerry tendit la main pour tirer Bella, mais elle le repoussa comme si elle avait été électrocutée. Ne me touche pas. Quand la tempête frappe, reste loin, dit froidement Bella. Tu n'as plus besoin de te cacher. Il ne reste plus rien qui vaille la peine de se battre. Elle sortit de la pièce et dans la rue, avec Jerry la suivant de près. Elle voulait lui dire de fiche le camp, mais elle n'avait plus de force. Martha arriva en courant après eux, à bout de souffle, avec Alex pleurant bruyamment. Jerry avait enlevé le singe en tissu au garçon, et tout ce bruit ne faisait qu'agiter davantage Bella. Jerry essayait sans cesse d'attraper le poignet de Bella. Bella, parlons-en quand nous serons rentrés, plaida-t-il. Elle s'arrêta et le regarda, la colère et l'épuisement se mêlant dans son regard. À part moi qui t'ai surpris, qui d'autre est au courant de ça? Jerry évita son regard, l'air gêné et nerveux. Bella connaissait déjà la réponse. Ses parents le savaient. Ses amis le savaient probablement. Peut-être même que ses collègues étaient au courant. Pendant ses soi-disant voyages d'affaires, il l'avait probablement aidé à couvrir ses traces. Bella ressentit un immense sentiment d'absurdité. Alors, tout ce discours sur les problèmes financiers de l'entreprise et les vacances annulées était faux. Et ton salaire réduit d'un tiers, également faux, demanda-t-elle sèchement. Jerry parut soudain un peu impatient. Bella, je n'ai jamais réduit ton allocation. T'ai-je déjà refusé quelque chose? Bien sûr, il était si juste. Même lorsqu'un ami avait fait remarquer en plaisantant qu'il ne l'aimait pas assez parce qu'il ne lui avait pas donné sa carte de salaire, Jerry avait dévié en disant « Je ne veux tout simplement pas que Bella s'inquiète des finances. » S'il lui avait donné cette carte plus tôt, serait-il là maintenant? Bella prit quelques profondes inspirations pour calmer ses nerfs à vif. « Je contacterai bientôt un avocat pour rédiger un accord de divorce, » dit-elle fermement. Jerry la regarda avec incrédulité. « Juste pour cette petite affaire? Bella, cet enfant date d'avant notre mariage, et mes sentiments pour toi. » Elle retint la nausée qui montait dans sa poitrine et l'interrompit. « Le revenu conjugal est notre propriété commune. Je réclamerai chaque centime que tu as transféré. » Bella dit cela en regardant directement Martha. Son expression changea légèrement, mais elle fit toujours semblant de sourire calmement. « Je ne suis pas après l'argent. »« Je n'ai pas touché un seul centime, » dit rapidement Martha. « Je peux tout rendre. » Bella rentra seule en avion, contactant un avocat avant de monter à bord. Jerry voulait la suivre, mais Alex ne le laissait pas partir. Le petit garçon pleura jusqu'à ce que son visage devienne rouge, haletant et commençant à tousser. Les deux adultes s'agitèrent, lui tapotant le dos et lui pinçant le philtrum. Au milieu du chaos, Bella passa froidement le contrôle de sécurité et éteignit son téléphone. Elle appela son ancien patron de l'aéroport et lui demanda s'il avait encore besoin de personnel dans son équipe. Son patron, coincé dans les embouteillages, cria par-dessus le bruit, « Quelle sorte de bêtise est-ce là? Tu es toujours la bienvenue. » La gratitude envahit Bella, se transformant en remerciements étranglés. Il y a plus de 6 mois, Jerry l'avait encouragée à quitter son travail pour se concentrer sur sa grossesse. Après la fausse couche inattendue il y a 2 semaines, elle était tombée dans une tristesse sans précédent. Le sentiment d'abandon et d'impuissance était écrasant. Et pendant tout ce temps, Jerry était resté calme, comme si la tristesse ne le concernait pas. Comme s'il ne venait pas de perdre la vie qu'ils attendaient. Lorsque le vol atterrit au milieu de la nuit, Bella traîna son corps épuisé hors de l'aéroport. Sa meilleure amie Victoria, et son mari Michael, l'attendaient les yeux rouges. Victoria courut vers elle et la serra fort dans ses bras sans dire un mot. Les émotions de Bella s'effondrèrent complètement. Sur le chemin de leur voiture, elle enfouit son visage dans l'épaule de Victoria et pleura à chaudes larmes.
Michael, qui était aussi l'avocat que Bella avait engagé, se tenait là, impuissant. Il était un ami de longue date de Bella et de Jerry. « Je n'en savais rien, Bella. » dit-il doucement. Bella le crut. Jerry n'aurait jamais osé laisser Victoria au courant de son secret. Dès le début de leur relation, Victoria avait méprisé Jerry et avait tenté d'innombrables fois de les séparer. Maintenant, Victoria était si en colère qu'elle frappa le dos de Bella avec ses petits poings. « Je te l'avais bien dit. Tu ne peux pas rivaliser avec quelqu'un d'aussi manipulateur, lâcha-t-elle. » Victoria et Michael ramenèrent Bella chez elle. Mais son téléphone n'arrêtait pas de sonner pendant tout le trajet. Jerry appelait, ainsi que ses parents. Frustrée, Victoria éteignit le téléphone de Bella et dit « On ne parle que du divorce. » Bella ne s'était jamais sentie aussi épuisée. Quand elle avait fait sa fausse couche, les parents de Jerry avaient les yeux rouges en la réconfortant. Mais maintenant, en y repensant, elle réalisa qu'il devait être au courant pour Alex depuis le début. Elle avait l'impression que son monde entier s'était effondré, et qu'elle était la seule idiote à n'avoir rien vu venir. Soudain, quelque chose traversa son esprit, et elle sentit une vague de froid la parcourir. Elle serra fermement la main de Victoria. « Viens avec moi à l'hôpital demain, » dit Bella d'urgence. Elle avait subi tous ses examens à l'hôpital maternel et infantile, de sa grossesse à sa fausse couche. Elle devait confirmer quelque chose, et elle n'était pas sûre d'être prête pour la réponse. Bella tremblait de façon incontrôlable. Victoria était si furieuse que son visage devint blanc, utilisant tous les gros mots qu'elle connaissait. Les paroles du médecin résonnaient sans cesse dans les oreilles de Bella, « Votre mari a apporté vos dossiers médicaux pour me poser des questions. » Il y avait aussi un petit garçon avec lui. Victoria regarda Bella, posant ses mains sur ses épaules. « Je ne peux pas comprendre comment il a pu faire une chose pareille dans ton dos. Alex n'était pas seulement faible après la naissance. Il avait une thalassémie. Pas étonnant que Jerry ait soudainement insisté pour que vous commenciez à essayer d'avoir un bébé. Il n'arrêtait pas de te pousser à quitter ton travail et à rester à la maison pour te reposer, juste au moment où un grand projet battait son plein. » Quand Bella rentra chez elle, Jerry était déjà là. Il avait l'air de ne pas avoir dormi de la nuit, avec des cernes sous les yeux et sa chemise toute froissée. « Bella, je suis de retour. Je vais passer ce mois avec toi, » dit-il. Bella changea calmement ses chaussures et sortit les papiers de divorce préparés, les plaçant devant lui. Il les ignora, se contentant de feuilleter son téléphone. « Tu n'avais pas dit que tu voulais aller à la plage ? Je vais réserver les billets et je t'y emmènerai une fois que je me serai reposé. » dit-il en lui tendant un sac. « Je t'ai acheté ce sac que tu voulais. Je voulais te faire la surprise pour notre anniversaire. » Bella posa un stylo noir devant lui. Il s'arrêta de parler et la regarda rapidement. « Ta colère devrait avoir une limite, non ? Ne me suis-je pas assez expliqué ? L'enfant a été conçu avant notre mariage. J'ai juste fait 2 dons, et je ne savais même pas qui elle était avant la naissance d'Alex. » Il se frotta les tempes, fatigué. « Si tu n'aimes pas ça, je ne la reverrai plus. » Bella éclata de rire. Elle ne pouvait s'arrêter de rire jusqu'à ce que les larmes lui viennent aux yeux. « Jerry, quand j'étais enceinte, espérais-tu le sang de mon cordon ombilical pour sauver Alex ?» Son visage pâlit instantanément alors qu'il la regardait fixement. « Bella, toi, comment l'as-tu découvert ? » J'ai demandé au médecin, répondit Bella. Elle a dit que tu avais posé la question avec impatience à plusieurs reprises pendant ma grossesse. Si l'état d'Alex ne s'était pas stabilisé, aurais-tu été anéanti par ma fausse couche ? Elle retira lentement son alliance et la jeta sur la table. Elle roula sur le sol. J'attendais notre bébé de tout mon cœur. Jerry, tu n'es pas apte à être père. Si tu as encore un peu d'humanité, signe rapidement les papiers. Vivre sous le même toit que toi me rend malade. Jerry contacta Michael pour modifier l'accord de divorce. Il renonça volontairement à tous les biens matrimoniaux, y compris la maison et la voiture, au profit de Bella. L'accord que Michael rapporta portait déjà la signature de Jerry. Il le regrette. Il pensait avoir compliqué quelque chose de simple, dit Michael. Je ne sais pas comment s'est déroulée la conversation, mais Jerry a pleuré. Il veut vraiment te reconquérir. Il dit qu'il ne se soucie pas des biens. Victoria cracha et foudroya Michael du regard. Arrête de passer des messages, d'accord ? C'est dégoûtant.
Michael se gratta la tête d'un air penaud. Je ne suis que le mess. M'pliquiez trop. Que nous sommes ici, il s'en prendra à vous aussi. Victor posa une main rassurante sur son épaule. Mary-Jane, je suis déjà impliqué, et je ne le laisserai pas vous faire du mal, à vous aux garçons. Mary-Jane baissa les yeux, assimilant ses paroles. Le ton calme et ferme de Victor lui donnait un sentiment de sécurité qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Bien que sa peur de Damien persistât, une étincelle d'espoir commença à grandir. Peut-être, juste peut-être, avait-il une chance d'échapper à son ombre. Au fil des jours, la vie dans la maison de Victor trouva un rythme confortable. Mary-Jane et les garçons s'adaptaient, et le sentiment de sécurité se renforçait chaque jour. Pourtant, la menace de Damien ne quittait jamais vraiment l'esprit de Mary-Jane, une inquiétude constante qui lui rongeait le cœur. Victor, de son côté, était résolu, déterminé à les protéger à tout prix. Mais il savait que les choses étaient loin d'être terminées. Un soir, après que les garçons se soient couchés, Victor était dans la cuisine, préparant du thé, quand il entendit un faible coup à la porte. Il s'arrêta, jetant un coup d'œil à l'horloge. Qui pouvait bien lui rendre visite à cette heure? Il s'approcha tranquillement de la porte, jetant un coup d'œil par la fenêtre. Il ne vit rien, mais le coup revint, plus fort et plus insistant. Son cœur battait la chamade alors qu'il ouvrait lentement la porte. Debout devant lui se trouvait la dernière personne qu'il s'attendait à voir. Damien. L'homme était grand, avec un regard perçant et intimidant et un sourire narquois qui fit frissonner Victor. « Puis-je vous aider » demanda Victor, essayant de garder sa voix stable, bien qu'il connaisse déjà la réponse. « Je crois que vous le pouvez » répondit Damien. Un sourire cynique sur le visage. « Je cherche ma femme, Mary-Jane, et mes enfants. Je sais qu'ils sont ici. » Victor sentit le poids de ces mots. Son cœur se serra. Mary-Jane avait eu raison. Damien les avait trouvés. « Je pense que vous vous trompez, » répondit Victor, soutenant fermement le regard de Damien. « Il n'y a personne ici qui fuit qui que ce soit. » Damien s'approcha, ses yeux se plissant. « Ne jouons pas à des jeux, vieil homme. Je sais qu'elle est ici. Et si vous pensez pouvoir m'empêcher de reprendre ce qui m'appartient, vous vous trompez lourdement. » Sa voix était froide, chaque mot comme une menace. Victor prit une profonde inspiration, refusant de se laisser intimider. « Mary-Jane ne va nulle part avec vous, Damien. Vous lui avez fait assez de mal. Elle et les garçons sont en sécurité ici. Et je ne vous permettrai pas de gâcher ça. » Le sourire de Damien se tordit en une grimace. « Je pensais que vous diriez ça. » Marmonna-t-il, sortant une enveloppe de sa veste et la tendant à Victor. « Considérez ceci comme votre avis officiel. J'ai plus de ressources que vous ne pourriez jamais l'imaginer. Ça ne va pas bien se terminer pour vous. » Victor ouvrit l'enveloppe avec des mains tremblantes, révélant une assignation à comparaître. Damien essayait d'obtenir la garde exclusive des enfants, affirmant que Mary-Jane était inapte à s'en occuper. « Je réglerai ça au tribunal. » Répondit Victor, essayant de paraître plus courageux qu'il ne l'était. « Mary-Jane a des droits, et je suis sûr qu'un juge verra clair dans votre jeu. » Damien eut un rire sec. « Vous êtes courageux, je vous l'accorde. Mais vous apprendrez à la dure que les gens comme moi obtiennent toujours ce qu'ils veulent. » Il se tourna pour partir, lançant une dernière pique par-dessus son épaule. « Transmettez mes salutations à Mary-Jane. Elle sait qu'elle ne peut pas se cacher de moi. » Alors que Damien disparaissait dans la nuit, Victor resta à la porte, ressentant un profond sentiment d'effroi. Il savait qu'il devait agir vite. Mary-Jane était en réel danger, et la menace de Damien était bien plus sérieuse qu'il ne l'avait prévu. Victor passa le reste de la nuit éveillé, réfléchissant à son prochain mouvement. Tôt le lendemain matin, avant que Mary-Jane ne se réveille, il se rendit en ville pour rencontrer à nouveau un avocat. L'avocat fut honnête avec lui. Damien avait des ressources considérables et pourrait obtenir une décision favorable au tribunal, surtout s'il prétendait que Mary-Jane fuyait sans raison. « Mais que pouvons-nous faire » demanda Victor, la frustration évidente dans son ton. Mary-Jane a fui parce qu'il était violent. Est-ce que ça ne compte pour rien? L'avocat soupira, secouant la tête. Nous aurions besoin de preuves concrètes, Victor. Son témoignage pourrait ne pas suffire sans preuve. Si Damien a de bons avocats, et il semble que ce soit le cas,
il pourrait facilement utiliser la loi contre elle. Victor rentra chez lui, découragé mais résolu. Il protégerait Mary-Jane et les enfants, même s'il ne savait pas encore comment. Quand il entra dans la cuisine, il trouva Mary-Jane en train de préparer le petit déjeuner. Elle sourit en le voyant, mais le visage de Victor devint sérieux, sachant qu'il ne pouvait pas garder la visite de Damien secrète. Mary-Jane, commença-t-il en s'asseyant à table. Damien était ici hier soir. Son sourire s'effaça instantanément, son visage pâlissant alors qu'elle s'agrippait au comptoir. Il nous a trouvés, murmura-t-elle, la voix tremblante. Victor hocha la tête, ravalant la boule dans sa gorge. Il sait où vous êtes, Mary-Jane. Et il a apporté une assignation à comparaître. Il essaie de reprendre les enfants. Mary-Jane se couvrit le visage de ses mains, ses épaules tremblant alors qu'elle retenait ses larmes. Je savais qu'il n'abandonnerait pas. Il obtient toujours ce qu'il veut, Victor. Je ne peux pas le combattre. Je n'ai pas d'argent, ni d'influence. Sa voix était pleine de désespoir. Victor posa une main réconfortante sur son épaule. Et, regarde-moi. Nous n'allons pas laisser ça arriver, d'accord? Nous allons nous battre. L'avocat a dit que nous avions besoin de preuves, quelque chose qui montre au tribunal qui il est vraiment. Je sais que ça semble impossible, mais tu n'es pas seul dans cette épreuve. Mary-Jane leva les yeux vers lui, son visage strié de larmes. Je veux juste que mes enfants soient en sécurité, Victor. Ils sont tout ce que j'ai. Et vous n'allez pas les perdre, répondit-il fermement. Pas tant que je suis là. Mary-Jane hocha la tête, essayant de se ressaisir. Mais même si Victor la rassurait, il savait que le temps pressait. Damien était un homme implacable qui n'abandonnerait pas facilement. Victor comprit que ce serait le plus grand défi qu'il ait jamais affronté. Victor passa le reste de la journée à réfléchir à leurs prochaines étapes. Il savait que la bataille avec Damien serait plus qu'un simple combat juridique. Damien était manipulateur, puissant et prêt à utiliser toutes ses ressources pour reprendre le contrôle de Mary-Jane et des enfants. Victor savait qu'il devait trouver un plan pour les protéger et exposer le vrai caractère de Damien. Cette nuit-là, après que les garçons se soient couchés, Victor et Mary-Jane s'assirent ensemble dans le salon. Un lourd silence planait entre eux alors qu'ils réalisaient tous les deux que tout était sur le point de changer. Nous devons faire quelque chose rapidement, commença Mary-Jane, les yeux fixés sur le sol. Damien n'attendra pas. Il rendra la vie insupportable jusqu'à ce qu'il obtienne ce qu'il veut. Je sais, répondit Victor pensivement. L'avocat a dit que nous avions besoin de preuves, quelque chose pour montrer qu'il est inapte à s'occuper des garçons. Mais c'est difficile sans témoins ni documents. Mary-Jane se mordit la lèvre, visiblement plongée dans ses pensées. Elle hésita avant de parler, sa voix presque un murmure. Victor, il y a quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, commença-t-elle, ses mots lourds de malaise. Quand j'étais avec Damien, il ne se contentait pas de me menacer. Il utilisait des enregistrements, des vidéos, des choses qu'il m'a forcé à faire. Il les garde comme un moyen de me contrôler. Le front de Victor se plissa, sentant la gravité de ces mots. Il regarda Mary-Jane, qui était visiblement perturbée. Mais il remarqua aussi quelque chose de nouveau dans son expression, une étincelle de détermination. Si nous pouvions obtenir ces enregistrements, nous pourrions prouver ce qu'il a fait, suggéra-t-elle, sa voix ferme mais basse. Damien ne voudrait jamais que cela soit révélé. Cela ruinerait sa réputation. Mais si nous avions ces dossiers, nous pourrions enfin renverser la situation. Victor resta silencieux un moment, absorbant les implications. Pénétrer dans l'espace privé de Damien ou accéder à ses fichiers serait risqué. Mais il savait que sans des preuves comme celle-ci, il n'aurait peut-être aucune chance au tribunal. Comment pouvons-nous faire cela, demanda finalement Victor, sa voix calme et résolue. Mary-Jane prit une profonde inspiration. Je sais où il garde ces choses. Quand nous étions encore ensemble, il avait un bureau secret dans la maison. C'est là qu'il stockait tout ce qu'il voulait garder privé. Elle marqua une pause, sa voix tremblant légèrement. Je n'ai pas de clé, mais son assistant, Calu, pourrait en avoir une. Damien lui faisait confiance pour tout. Si nous pouvons convaincre Calu de nous aider, nous pourrions obtenir ce dont nous avons besoin. Victor hocha la tête, réalisant les enjeux. Calu risquerait son emploi, peut-être même sa sécurité, en les aidant.
Mais Victor vit le désespoir dans les yeux de Mary-Jane et sut qu'il devait essayer. C'était maintenant ou jamais. Allons-y, dit fermement Victor. Je trouverai un moyen de parler à ce Calu. Nous avons besoin de ces preuves, et nous en avons besoin rapidement. Mary-Jane le regarda, surprise par sa détermination. Bien que Victor soit plus âgé, son courage et sa résolution étaient inébranlables. Elle sourit, un petit sourire plein d'espoir. Merci, Victor. Je ne sais pas comment j'aurais géré ça sans vous. Dit-elle, la voix pleine d'émotion, en lui serrant la main pour le soutenir. Ne vous inquiétez pas, répondit-il en lui serrant la main en retour. Nous allons nous en sortir ensemble. Dans les jours qui suivirent, Victor commença à élaborer un plan pour approcher Calu. Grâce à quelques recherches, il apprit que Calu fréquentait souvent un café en ville, et Victor décida que ce serait sa chance. Avec les conseils de l'avocat, il prépara une stratégie pour faire appel à Calu, espérant lui montrer qu'en les aidant, il pourrait en fait trouver un moyen d'échapper à l'emprise de Damien. L'après-midi suivant, Victor entra dans le café, ressentant un mélange de tension et de détermination. Il repéra Calu à une table d'angle, faisant défiler son téléphone. Prenant une profonde inspiration, Victor s'approcha de lui. « Excusez-moi, vous êtes bien Calu ?» demanda Victor, se tenant devant lui. Calu leva les yeux, surpris par l'interruption. « Qui demande ?» répondit-il d'un ton méfiant. « Je m'appelle Victor. Je suis un ami de Mary-Jane. Nous devons parler, dit-il en baissant la voix. À la mention de Mary-Jane, les yeux de Calu s'écarquillèrent et il regarda nerveusement autour de lui, clairement inquiet que quelqu'un puisse le voir parler à Victor. Après une pause, il baissa la voix, se penchant. « Que voulez-vous » Victor s'assit en face de lui, se penchant légèrement en avant. « Nous savons que Damien a gardé des preuves des menaces qu'il a proférées contre Mary-Jane, des enregistrements, des vidéos, des documents. Nous avons besoin de ces preuves pour la protéger, elle et ses enfants, dit-il prudemment, étudiant la réaction de Calu. Nous savons que vous avez accès à ce matériel. Le visage de Calu devint pâle, et il bougea mal à l'aise. Il était clair qu'il savait exactement de quoi Victor parlait, mais il comprenait aussi à quel point cela pouvait être dangereux. Il était piégé par sa loyauté envers Damien, mais la peur vacillait dans ses yeux. « Je ne peux pas faire ça », murmura Calu, évitant le regard de Victor. « Si Damien le découvre, je suis fini. » « Calu, écoutez, dit Victor, sa voix ferme mais persuasive. Si vous continuez à aider Damien, vous ne faites que l'aider à continuer ses abus. Mary-Jane fuit pour sa vie et la sécurité de ses enfants. C'est votre chance de faire ce qui est juste. Et laissez-moi vous dire ceci. Damien n'aura aucun problème à se retourner contre vous quand cela lui conviendra. Calu baissa les yeux, se mordant la lèvre, visiblement tiraillé. Victor pouvait voir la lutte interne sur son visage. J'y réfléchirai, dit finalement Calu, sa voix à peine audible. Mais je ne peux rien promettre. Victor hocha la tête, sachant que c'était le mieux qu'il pouvait espérer pour le moment. Nous n'avons pas beaucoup de temps, Calu. Réfléchissez vite. Il l'exhorta avant de se lever et de laisser Calu se débattre avec ses pensées. Les jours suivants furent remplis d'anxiété alors que Victor attendait un appel qui n'arrivait jamais. Chaque matin, il ressentait un sentiment d'effroi croissant, sachant que le temps pressait et que Damien n'abandonnerait pas facilement. Mary-Jane ressentait également la tension, bien qu'elle essayât de garder un visage courageux, se concentrant sur le temps passé avec ses garçons et essayant de créer un sentiment de normalité. Mais Victor pouvait voir l'inquiétude dans ses yeux. Un soir, après que les garçons se soient couchés, Victor était assis dans le salon, lisant, quand le téléphone sonna. Il sursauta, le cœur battant à tout rompre. Il était tard, et peu de gens appelleraient à cette heure. Avec un pressentiment, il décrocha le combiné. Victor à l'appareil. C'est Calu, vint un murmure à l'autre bout du fil. Nous devons nous rencontrer. Victor sentit une vague de soulagement, mais nota rapidement l'urgence dans le ton de Calu. Où et quand? Demain, même café qu'avant. Venez seul s'il vous plaît, je ne veux pas que quelqu'un remarque, répondit rapidement Calu avant de raccrocher. Victor tint le téléphone un moment, ressentant une vague d'anxiété et d'espoir. Cette réunion serait cruciale. Si Calu décidait de les aider, cela pourrait être la percée dont ils avaient besoin pour protéger Mary-Jane et les garçons.
Mais il savait aussi que le risque serait encore plus élevé. Le lendemain matin, Victor se dirigea vers le café, l'esprit en ébullition avec des pensées sur ce qui pourrait se passer. En entrant, il repéra Calu dans le même coin qu'avant, assis la tête baissée. Victor s'approcha tranquillement, sentant le poids du moment. « Calu » dit-il en s'asseyant en face de lui. « Avez-vous trouvé quelque chose ?» Calu leva les yeux, visiblement nerveux, mais il y avait une détermination dans ses yeux que Victor n'avait pas vue auparavant. Il prit une profonde inspiration avant de parler. « Oui. J'ai réussi à entrer dans le bureau de Damien. Ce n'était pas facile, mais j'ai pu rassembler certains des enregistrements et des documents qu'il utilisait pour faire chanter Mary-Jane. » Il fit glisser un petit dossier sur la table vers Victor. Victor prit le dossier de Calu, en sentant le poids physique et émotionnel. « Ces enregistrements sont-ils suffisants pour l'incriminer » demanda-t-il, la voix empreinte d'urgence. Calu hocha la tête, gardant sa voix basse. « Oui, Damien a tout enregistré pour garder le contrôle sur Mary-Jane. Il y a des menaces directes, des insultes, même des confessions sur la façon dont il a ruiné sa vie. Cela devrait suffire à montrer quel genre d'homme il est. » Victor vit la peur dans les yeux de Calu et tendit la main pour le rassurer. « Vous avez fait ce qu'il fallait, Calu. Grâce à vous, Mary-Jane et les enfants ont enfin une chance. Nous utiliserons ces preuves avec précaution. » Calu fit un léger signe de tête, son visage visiblement secoué. « Gardez simplement mon nom hors de ça. Damien peut être implacable. » Victor hocha la tête, comprenant la peur de Calu. Il savait qu'une fois que Damien découvrirait qu'il avait perdu le contrôle sur Mary-Jane, il ne le prendrait pas à la légère. Mais à ce moment-là, Victor ressentit un regain d'espoir. Il avait la clé pour faire tomber Damien, et il savait qu'il devait agir vite. « Je vais immédiatement donner ça à l'avocat, » dit Victor en se levant de table. « Et nous ferons tout notre possible pour vous protéger. » « Merci, Calu. » Calu hocha de nouveau la tête, regardant silencieusement Victor quitter le café. Serrant fermement le dossier, Victor sentit que le vent tournait enfin pour Mary-Jane et ses enfants. Mais il savait aussi que Damien n'accepterait pas facilement la défaite. Une confrontation finale semblait inévitable. De retour à la maison, Victor expliqua tout à Mary-Jane, lui montrant le dossier de preuves. Alors qu'elle le tenait dans ses mains, ses yeux se remplirent d'un mélange de soulagement et de peur. « Je ne sais même pas quoi dire » murmura-t-elle, ses mains tremblantes. « Est-ce que cela peut vraiment nous sauver ?» Victor hocha la tête avec confiance. Ces enregistrements montrent la vraie nature de Damien. Nous les apporterons à l'avocat, et il pourra les utiliser au tribunal pour s'assurer que Damien perd tout pouvoir sur vous et les enfants. Mary-Jane prit une profonde inspiration, serrant le dossier contre sa poitrine. Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi, Victor. Pour la première fois, j'ai l'impression que je pourrais vraiment lui échapper. Victor posa une main réconfortante sur son épaule. Ce n'est pas encore fini. Damien essaiera toujours de se battre, mais maintenant nous sommes plus forts. Nous allons continuer à avancer, et il ne pourra plus vous contrôler. Mary-Jane hocha la tête, essayant de retenir ses larmes. La route à parcourir était encore incertaine, mais pour la première fois depuis des années, elle ressentit une lueur d'espoir. Le lendemain, Victor et Mary-Jane se rendirent au bureau de l'avocat avec les preuves. L'avocat, surpris par la quantité de matériel, commença immédiatement à élaborer une stratégie pour la bataille judiciaire à venir. Avec les enregistrements et les documents en main, Mary-Jane avait enfin une chance de se battre. Mais Damien était un adversaire redoutable, et Victor savait qu'il ne se laisserait pas faire sans se battre. La vie à la maison de Victor devint tendue à l'approche de l'audience. Mary-Jane faisait de son mieux pour rester calme pour les garçons, mais Victor pouvait voir la peur constante dans ses yeux. Pendant ce temps, l'avocat travaillait sans relâche, mais le temps semblait être un ennemi. Puis, tout a basculé. Un matin, alors que Mary-Jane préparait le petit déjeuner, le téléphone a sonné. Victor, assis à table, sentit son estomac se nouer au son. Il avait le pressentiment que l'appel apporterait des nouvelles troublantes. Il décrocha le téléphone en se préparant. Victor à l'appareil. « Victor, c'est l'avocat » dit la voix à l'autre bout du fil. Damien a déposé une demande de garde d'urgence. Il prétend que Mary-Jane est mentalement instable et met les enfants en danger. Le tribunal a fixé une audience pour la semaine prochaine.
Victor prit une profonde inspiration, luttant pour contenir sa colère. Damien avait fait son mouvement, déplaçant la bataille sur le terrain juridique où son influence et son argent pouvaient faire toute la différence. « Sommes-nous prêts ?» demanda Victor, serrant fermement le téléphone. Certains invités ont essayé, mais c'était juste, c'était le chaos complet. « Ça a l'air intense », dit Mandy avec précaution. Cynthia baissa la voix pour prendre un ton de conspiratrice. « Puis-je être honnête ? C'était assez incroyable à voir. Ta mère a passé des années à mépriser tout le monde, à agir comme si elle était meilleure que nous. Toujours à sermonner tout le monde sur le bon comportement et les valeurs familiales. Et puis ça arrive. » L'hypocrisie était juste. Elle a ri. « Je sais que je ne devrais probablement pas dire ça, mais ça n'aurait pas pu arriver à une personne qui le méritait plus. » Mandy pensa à la fête parfaitement planifiée de sa mère, à son image soigneusement cultivée, à ses précieux amis de la haute société. Tout cela se brisant comme les verres de champagne que la femme de son amant avait jetés. En quelques jours, elle a appris de divers parents que son père avait quitté la maison et logeait à l'hôtel. Il avait déjà contacté son avocat pour demander le divorce. Sa réaction ne l'a pas surprise. Il avait toujours été fier, peut-être à l'excès. Et ce genre d'humiliation publique n'était pas quelque chose qu'il pouvait pardonner. Ce qui l'a surprise, c'est son appel téléphonique quelques jours plus tard. Mandy. Sa voix semblait différente, plus vieille en quelque sorte, plus incertaine. J'ai besoin de te demander quelque chose. Je vais faire des tests ADN sur vous trois. J'ai besoin de quelques échantillons de toi, cheveux et salive. Son cœur a raté un battement. Elle ne s'y attendait pas, bien qu'elle aurait peut-être dû. Tu penses que nous ne sommes peut-être pas, demanda-t-elle prudemment. Je ne sais plus quoi penser, la coupa-t-il. Après avoir découvert les activités de ta mère, je ne suis plus sûr de rien. Puis-je avoir les échantillons ? Bien sûr, dit-elle. Tu peux passer n'importe quand. Il est passé cet après-midi-là. Elle ne l'avait jamais vu aussi abattu. Ses épaules étaient affaissées, son visage tiré. Ce n'était pas le père sévère et confiant dont elle se souvenait. C'était un homme brisé, essayant de rassembler les morceaux de ce qui restait de sa vie. Elle le regarda prélever soigneusement les échantillons, les plaçant dans des récipients stériles. Ses mains tremblaient légèrement. 2 semaines passèrent. Elle essayait de ne pas penser au test, mais il était impossible de ne pas se demander. Puis son père a de nouveau appelé. « Puis-je passer ?» Sa voix était étrange, tendue d'émotion. « Nous devons parler. » 20 minutes plus tard, il était assis sur son canapé, fixant ses mains. « J'ai eu les résultats, dit-il enfin. Tu es la mienne. Seulement toi. » Mandy sentit son estomac se nouer. « Les jumeaux, ils ne sont pas de moi, continua-t-il. Ta mère, elle a tout avoué. » Il leva les yeux vers elle, les yeux rougis. Elle a eu une liaison il y a des années. L'homme, elle l'aimait, mais il ne voulait pas quitter sa famille pour elle. Alors elle s'est contentée d'avoir ses enfants. Il est mort il y a quelques années. J'ai coupé les ponts avec les jumeaux. Je ne peux même plus les regarder maintenant. Chaque fois que je les vois, je vois les mensonges. La trahison. Les pièces du puzzle se mettaient enfin en place. Toutes ces années de traitement préférentiel, ce favoritisme constant. Elle l'aimait, lui, dit-il amèrement, et elle aimait ses enfants. Il expira d'une voix tremblante. Mais elle ne m'a jamais vraiment aimé. Sa voix se brisa. Et toi, tu étais la mienne. Alors elle t'a mise de côté, a fait de toi une étrangère dans ta propre maison. Et moi. Il déglutit difficilement. Mon Dieu, Mandy, je l'ai laissé faire. Je l'ai laissé me monter contre mon seul vrai enfant. Il tendit la main vers elle, puis s'arrêta. Je sais que je ne mérite pas ton pardon. J'ai été un père terrible pour toi. Mais si tu voulais bien, si tu me laissais essayer, j'aimerais avoir une relation avec ma fille, ma vraie fille. Mandy regarda cet homme brisé, son père, et ressentit un mélange complexe d'émotions. Colère, pitié, satisfaction, espoir. J'y réfléchirai, dit-elle finalement. C'était tout ce qu'elle pouvait offrir pour le moment. L'appel de sa mère est arrivé un mardi après-midi. Mandy était en pleine réunion de travail quand son téléphone s'est allumé avec le numéro. Elle s'est excusée et est sortie pour répondre.
Je sais que c'était toi, dit sa mère sans préambule. Sa voix était froide, contrôlée. Mais Mandy pouvait entendre la fureur sous-jacente. Le cadeau d'anniversaire. Les photos. Tout ça. C'était toi. Mandy n'hésita pas, oui, c'était moi. Le contrôle dans la voix de sa mère a glissé. Comment oses-tu m'humilier comme ça devant tout le monde? Mandy a ri, et ça lui a fait du bien. Tu veux parler d'humiliation? Et si on parlait de passer toute mon enfance à être ta servante personnelle? Et si on parlait du fait qu'on m'a dit que je n'étais pas assez bien pour assister à ta fête d'anniversaire parce que je n'avais pas de diplôme universitaire? C'est différent. Non, mère, ce n'est pas différent. Tu m'as délibérément rabaissé toute ma vie. Tu as monté papa contre moi. Tu as monté les jumeaux contre moi. Tu m'as fait sentir que je n'étais pas assez bien pour faire partie de cette famille. Eh bien, devine quoi? Il s'avère que je suis la seule qui en fasse vraiment partie. Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Tu as tout gâché, dit enfin sa mère, la voix tremblante. Non, mère, c'est toi qui as tout gâché. J'ai juste exposé la vérité. Peut-être que la prochaine fois que tu sermonneras quelqu'un sur la moralité et le bon comportement, tu te souviendras de tes propres actions. Mandy a raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Les mois qui ont suivi ont apporté d'énormes changements à la famille. Le divorce de son père a été finalisé rapidement. Il avait d'excellents avocats et un dossier en béton. Sa mère a tenté d'obtenir un règlement substantiel, mais les preuves de son infidélité, combinées aux résultats des tests ADN, lui ont laissé peu de marge de manœuvre. Elle a fini avec un règlement monétaire modeste. Loin du style de vie de divorcée riche qu'elle s'était probablement imaginé. Aux dernières nouvelles, Mandy a entendu dire qu'elle avait déménagé dans une autre ville. Bon débarras, en ce qui la concernait. Les rumeurs familiales tournaient à plein régime, bien sûr. Mais étonnamment, la plupart de leurs parents semblaient satisfaits de la tournure des événements. Ta mère l'avait bien cherché, lui a dit tante Jane autour d'un café un jour. Toujours à mépriser tout le monde, à agir comme si elle était meilleure que nous. Sais-tu qu'elle a passé un dîner de Noël entier à me sermonner sur la façon dont j'élevais mal mes enfants? Madame la Sainte Nitouche en personne, prêchant sur les valeurs familiales alors qu'elle. Elle secoua la tête et rit. Quant à son père, il construisait lentement une vraie relation cette fois-ci. Pas l'ombre de celle qu'ils avaient auparavant. Il appelait régulièrement, et elle l'invitait à dîner quelquefois. Il luttait encore avec tout ce qui s'était passé, mais elle pouvait le voir commencer à guérir. Parfois, il souriait même à nouveau. Les jumeaux? Elle ne leur avait pas parlé depuis que tout avait éclaté. Ils avaient essayé d'appeler quelquefois au début, mais elle a bloqué leur numéro. Que pourrait-il bien dire pour compenser une vie de cruauté? Certains pourraient appeler ça de la vengeance. Mandy, elle, appelait ça la justice. Sa mère a passé des années à construire une façade parfaite, se présentant comme un parangon de vertu, tout en la traitant comme une citoyenne de seconde zone dans sa propre famille. Tout ce que Mandy a fait, c'est montrer à tout le monde qui elle était vraiment.